En 2018, Statistique Canada déclare que 26,8% de la population canadienne âgée de 18 ans et plus se trouve en situation d'obésité, alors que 36,3% sont considérés en situation d'embonpoint. Des chiffres alarmants, puisque combinés ensemble, 63,1% de la population canadienne se trouve plus à risque de problèmes de santé en raison d'un excès de poids. Ici, en Ontario, les données sont assez similaires. Autant chez les adultes que chez les enfants, une proportion importante de l'Ontario est obèse, mais une proportion encore plus grande est en surpoids. Ici, on regarde les villes ici, dans la région de Glengarry-Prescott-Russell. Bien que nous ne possédons pas des statistiques concernant le taux d'obésité ou d'embonpoint pour notre région spécifiquement, celle-ci pourrait s'avérer légèrement plus élevée puisque, en effet, le gouvernement du Canada explique que les taux d'obésité tendent à être plus élevés dans les régions rurales que dans les régions urbaines dans certaines provinces, dont l'Ontario. Effectivement, le pourcentage de prévalence de l'obésité chez les adultes dans les régions rurales en Ontario est de 31,1% comparativement à 25,4% pour les régions urbaines. Plusieurs facteurs pourraient avoir un impact sur ces chiffres. Effectivement, les régions rurales ne possèdent pas tous les avantages que l'on peut retrouver dans les régions urbaines. L'accès à l'éducation, aux transports en commun, à des aliments de qualité et à coût raisonnable, ainsi qu'un environnement qui permette d'être actif, s'avère parfois plus limité dans les régions rurales, comme ici. En général, c'est surtout chez les gens sans emploi qui ont un niveau d'éducation peu élevé que ces observations se présentent. Effectivement, ce n'est pas seulement les données géographiques qui ont un impact sur la prise de poids. Les causes de l'obésité sont complexes, multiples et interreliées. L'obésité peut effectivement être influencée par les facteurs comme la biologie, tels que les gènes et l'environnement prénatal, le milieu physique, social et politique, tels que l'environnement des activités, l'environnement alimentaire, l'économie et les influences sociétales, les comportements individuels tels le sommeil, l'alimentation, la sédentarité et l'activité physique. Ce phénomène trop présent possède plusieurs répercussions sur la santé. Pour en nommer quelques exemples, l'obésité chez les enfants et les jeunes peut provoquer de l'asthme, une intolérance au glucose, le diabète de type 2 et les chances beaucoup plus élevées d'être obèse à l'âge adulte. Chez les adultes, le cancer, l'hypertension, le syndrome métabolique, ce ne sont que quelques exemples des nombreux problèmes dont peuvent souffrir les personnes obèses. C'est donc en effet un gros problème qui est beaucoup plus difficile à gérer qu'on le pense. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Si vous vous trouvez en situation d'embonpoint ou d'obésité, vous avez fort probablement déjà essayé de perdre du poids et vous en êtes fort probablement venu à la constatation que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous survolerons cette question de perte de poids pour démystifier tous les phénomènes liés à la perte de poids, de même qu'au rôle de l'activité physique dans tout ça. Dans le fond, c'est sûr que oui, il y a des études qui montrent qu'avoir un poids plus élevé, ça peut nous mettre à risque de plusieurs maladies chroniques, par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, des choses comme ça. Mais c'est pas si clair que ça, parce que oui, le poids peut nous mettre plus à risque pour ces maladies métaboliques-là, mais il faut savoir que, dans le fond, quelqu'un peut vraiment bien s'alimenter, faire de l'activité physique, mais avoir un poids qui est plus élevé, juste par exemple à cause de sa génétique. Puis ça peut faire en sorte que cette personne-là, même avec un poids plus élevé, est vraiment en santé métabolique. Donc si on regarde sa pression sanguine, peut-être qu'elle n'a aucun risque de diabète, des choses comme ça. Donc, oui, c'est sûr que le poids, il ne faut pas juste ignorer ça puis dire que, bon, c'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a plus de risques également du syndrome métabolique. Donc, le syndrome métabolique, c'est par exemple la résistance à l'insuline qui peut mener au diabète, l'hypertension, l'hypertriglycéridémie, qui est un beau mot pour dire que nos niveaux sanguins de lipides ou de gras sont élevés, ce qui nous met plus à risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est toutes des choses comme ça, mais comme j'ai dit, si quelqu'un a un poids plus élevé, mais fait d'activité physique, mange bien, gère son stress, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, sauf si on voit vraiment avec des prises de sang ou des résultats de laboratoire que, bon, il est peut-être plus à risque de certaines maladies comme ça. Il est vraiment difficile de perdre du poids, comme j'ai dit, parce que, en 2023, on n'a pas trouvé une façon efficace de perdre du poids. Parce que oui, on peut dire de manger moins, bouger plus, mais ça, c'est vraiment une explication simpliste qui n'est pas nécessairement applicable dans la vie de tous les jours, puis qui peut être vraiment problématique parce que quand on dit ça à une personne de, bon,
disons, il y a quelqu'un qui va voir son médecin dit « il faut que tu perdes du poids ». Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va aller sur une diète restrictive que, comme j'ai expliqué, c'est une diète qui n'est pas soutenable à long terme. Donc, oui, la personne peut perdre du poids de façon temporaire, mais va sûrement aller à travers le cycle yo-yo des diètes. Donc, va vouloir perdre du poids, commence une diète, abandonne la diète parce que c'est vraiment pas soutenable. Puis ça, c'est vraiment, il faut savoir, notre corps, il va vraiment se défendre contre les diètes parce que il veut assurer notre survie. Puis une diète, dans le fond, c'est pas bon pour notre survie parce que le corps, il a faim, il n'a pas assez d'énergie, il se sent pas bien, etc. Donc, la personne va arrêter la diète, puis finalement va retourner à ses habitudes d'avant. Donc, peu importe ce que c'est, il va retourner à la façon qu'il mangeait avant, etc. Puis, comme j'ai expliqué avec le métabolisme de base va sûrement avoir diminué, puis va rester diminué après la diète également. Donc, la diète restrictive comme ça, c'est pas une solution efficace, même si c'est souvent ça qui est dit. L'activité physique également, oui, ça va nous aider à être en meilleure santé, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va perdre du poids juste en faisant de l'activité physique. Même avec l'alimentation et l'activité physique, c'est pas sûr qu'on va perdre du poids. Donc oui, ça peut améliorer notre santé, comme j'ai dit, mais le poids, c'est vraiment difficile de le contrôler. Donc, il y a plusieurs facteurs, la génétique également. Donc, il y a des gens qui ont un poids dans le fond naturel. Puis ça, le poids naturel, c'est le poids qui, si on ne fait pas trop d'efforts, donc on s'alimente correctement, on mange assez pour nos besoins, on fait un peu d'activité physique, c'est le poids qu'on devrait avoir. Donc, même si tout le monde mangeait exactement la même chose puis faisait exactement la même quantité d'activité physique, on aurait tous des poids différents parce qu'on a tous une génétique qui est différente. Donc, comme j'ai dit, une personne qui a un poids naturellement plus élevé, pour elle, de perdre du poids puis d'être à un poids plus faible, ça va être vraiment difficile. Puis la personne va devoir vivre en restriction alimentaire ou en faisant vraiment beaucoup d'activité physique. Puis c'est pas nécessairement plus simple pour notre corps. Donc, il faut vraiment savoir puis être au courant. Je sais que c'est pas ce que les gens veulent entendre, donc ce serait le fun d'avoir une solution super facile pour perdre du poids, mais il faut savoir que c'est pas le cas, puis il faut faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., de, bon, faites ce challenge-là de 30 jours, vous allez perdre 30 livres en 30 jours. Ça, des choses comme ça, quand c'est trop beau pour être vrai, faut se méfier un petit peu, il faut savoir que, bon, ça fonctionne pas comme ça, puis le corps va vraiment avoir tout plein de mécanismes d'adaptation quand on fait une restriction énergétique comme ça. Le stress, quand on est stressé, il y a certaines hormones qui vont être sécrétées, donc le cortisol, par exemple, c'est une hormone de stress, puis ça peut faire en sorte que, bon, les mécanismes en détail, je les connais pas juste comme ça là, au haut de ma tête, mais ça va avoir un effet sur le métabolisme, puis la prise de poids. Donc, le métabolisme, ce que c'est dans le fond tout ce qui se passe à travers notre corps, puis c'est ce qui régule notre poids puis l'énergie. Donc, dans le fond, c'est vraiment, quand on consomme des aliments, le but, c'est d'avoir de l'énergie. Donc, on va ensuite les utiliser. Il y a plusieurs réactions chimiques qui se passent dans notre corps pour justement utiliser les nutriments. Puis, notre métabolisme, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu que le métabolisme peut être lent, peut être plus rapide, etc. Donc, un métabolisme plus lent, si on veut, dans le fond, ça peut être justement causé par plusieurs facteurs comme l'âge. Donc, à mesure qu'on vieillit, des fois, notre métabolisme peut ralentir. Puis ça, quand on parle de ça, on fait référence au métabolisme de base. Donc, ça, le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense quand on est juste, disons qu'on restait couché une journée au complet. On dépense quand même de l'énergie, même si on ne bouge pas. Donc, ça, c'est l'énergie qui est nécessaire à notre survie. Donc, si on ne bougeait pas, on a quand même besoin d'énergie pour faire battre notre cœur, pour utiliser nos poumons, etc., pour que nos organes fonctionnent. Donc, il y a des gens qui vont dépenser plus d'énergie que d'autres, juste en restant couché, par exemple. Donc, par exemple, quelqu'un qui est plus grand, qui est plus lourd aussi, donc qui a un poids plus élevé, il va avoir un métabolisme de base qui est aussi plus élevé. Donc, sa dépense énergétique totale va être plus élevée à cause de ça. Donc ça, c'est tous des facteurs qui peuvent avoir un impact là-dessus. Également, si on revient à la prise de poids, donc qu'est-ce qui peut causer ça? Il y a aussi le cycle yo-yo des diètes. Donc ça, qu'est-ce que c'est dans le fond? Il y a des diètes restrictives que, bon, les gens peuvent faire pour plusieurs raisons. Donc, quelqu'un peut décider de vouloir perdre du poids, puis va commencer une diète restrictive. Je peux penser aux diètes, par exemple,
keto, le jeûne intermittent, une diète faible en glucides, etc. Puis ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on ne consomme pas assez de calories pour notre dépense énergétique, notre métabolisme de base va diminuer. Ce qui veut dire qu'on va dépenser moins d'énergie au repos après la diète parce que le corps est comme en mode survie. Donc, lui, il voit que, OK, j'ai pas assez de calories, j'ai pas assez d'énergie pour faire toutes les fonctions que j'ai besoin, donc je vais utiliser moins d'énergie au repos. Donc, il va utiliser moins d'énergie pour juste respirer, pour faire fonctionner nos organes, etc. Puis, souvent, les diètes restrictives comme ça, c'est pas soutenable à long terme. Donc, c'est très normal d'arrêter la diète à un moment donné parce que, bon, c'est vraiment pas soutenable, on n'a pas assez d'énergie, on se sent fatigué, on se sent pas bien. Donc, les personnes vont souvent recommencer à manger de la façon qu'ils mangeaient avant, donc vont manger plus de calories que lorsqu'ils faisaient la diète, ce qui est très normal, encore une fois. Mais ce qui arrive, c'est que notre métabolisme de base, lui, va rester plus bas. Donc, ça peut causer une prise de poids parce qu'avant, disons que la personne, au repos, dépensait 1500 calories. Donc, les 1500 calories, c'était vraiment juste pour assurer les fonctions de base. La personne a fait une diète. Donc, la diète restrictive a fait en sorte que maintenant, il dépense 1200 calories au repos. Donc, s'il restait couché, au lieu de dépenser 1500, il en dépense maintenant 1200. Là, il recommence à manger la même quantité de calories qu'il mangeait avant, mais il dépense moins de calories au repos. Donc, au lieu d'en dépenser 1500, il en dépense 1200. Donc là, notre balance énergétique, qu'on appelle, donc qui est les calories qui sont ingérées versus les calories qui sont dépensées, ça fait qu'il y a comme un débalancement comparé à avant. Donc, la dépense énergétique totale va être plus faible qu'avant d'avoir commencé la diète, ce qui fait en sorte que même en consommant la même quantité de calories qu'il consommait avant, la personne peut prendre du poids parce que justement le métabolisme de base est plus faible, donc dépense moins de calories. Donc je sais que c'est comme beaucoup de termes, ça peut sembler un peu compliqué, mais tout ça, dans le fond, le cycle yo-yo des diètes, c'est juste pour expliquer que le métabolisme de base va être diminué en faisant des diètes, puis c'est pour ça que les gens vont reprendre du poids et peuvent en reprendre encore plus qu'avant la diète, dans le fond. Donc ça, c'est aussi un autre mécanisme qui peut expliquer la prise de poids. Donc quelqu'un qui fait des diètes un peu à répétition à travers sa vie, peut faire en sorte que justement le poids va juste augmenter et augmenter. Moi, je ne recommande pas de faire des diètes restrictives, puis la littérature scientifique le démontre et l'a démontré à maintes reprises que ce n'est pas soutenable à long terme. Donc les diètes restrictives, oui, les gens peuvent perdre du poids de façon aiguë, donc s'ils font une diète, ils peuvent perdre du poids en quelques mois, peu importe, mais les gens, comme j'ai dit, ce n'est pas soutenable à long terme, donc ils vont juste abandonner la diète, puis ils vont reprendre le poids perdu et encore plus. Puis ça, c'est pas sain dans le fond, comme j'ai expliqué au niveau métabolique. Donc, c'est vraiment mieux de juste consommer une alimentation équilibrée, variée. Donc, on ne veut pas éliminer d'aliments, des choses comme ça, puis d'avoir une alimentation qui est vraiment qu'on peut maintenir à long terme. Parce que si c'est pas le cas, au niveau métabolique, dans le fond, c'est vraiment pas sain, donc c'est pas ce qu'on veut. Puis, en tant que futur diététiste, le plaisir alimentaire, c'est un facteur qui est quand même important. Puis, on veut pas... La relation avec la nourriture également des gens, c'est un aspect qui est super important aussi. Donc, quand on fait des diètes, il y a vraiment une grosse partie de notre cerveau qui est dédiée à la nourriture, etc. Puis, on essaie justement de rester dans le contrôle, mais on va perdre le contrôle à un moment donné. Puis c'est ça qui arrive. Donc, c'est pas une solution miracle. Le poids également, il faut savoir que c'est un aspect parmi tant d'autres qui ont un impact sur la santé. Donc, vouloir contrôler notre poids, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Je suis pas quelqu'un qui est fort sur les meal plans parce que simplement, c'est de donner un morceau de papier à quelqu'un, leur dire « mange X, Y, Z ». Et puis ensuite de ça, ça ne permet pas aux gens de vraiment apprendre par eux-mêmes comment ils peuvent améliorer leur santé. Je dis toujours, ma job est faite quand quelqu'un ne m'a plus besoin. Je leur ai assez appris de choses qu'ils peuvent aller par eux-mêmes et puis ils peuvent prendre les bonnes décisions. Ils ont des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, puis ils ont intégré différentes choses dans leur style de vie que la perte de poids ou le maintien se fait facilement. Justement, j'ai un client, j'ai travaillé avec pendant 6 mois, il a perdu 30 livres. Puis là, je le texte une fois par mois, voir comment que ça va, sa maintenance. Mais je veux dire, il me dit son énergie est tellement meilleure, ses relations sont améliorées. Donc,
tout à cause qu'il a décidé de se prendre en main, puis de prendre sa santé en main. Toute sa vie s'est améliorée. Nous venons donc de voir différents processus dans notre corps qui jouent un rôle sur notre poids. Toutefois, il faut savoir que ce ne sont seulement que quelques mécanismes qu'on vous explique de manière simplifiée. D'autres phénomènes peuvent avoir des impacts, comme les médicaments. Il se peut que certains d'entre vous se retrouvent dans cette situation-là, où vous êtes obligé de prendre des médicaments, mais ceux-ci ont comme effet de provoquer une prise de poids. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Donc ça, c'est vraiment une bonne question parce que oui, j'ai discuté justement que les médicaments pouvaient avoir un effet sur le poids. Donc ça peut aller des deux côtés. Il y a des médicaments qui peuvent causer, par exemple, une perte d'appétit, ce qui va faire en sorte que la personne a moins faim. Donc ça peut être des médicaments, par exemple, pour le diabète, si je pense à Metformine ou Ozempic, que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dernièrement, c'est très, très, très populaire. Puis c'est utilisé justement pour la gestion de poids puis le diabète parce que ça va causer un retard de la vidange gastrique. Donc, ça fait en sorte que les aliments restent dans notre estomac plus longtemps. Donc, on a vraiment moins faim. Puis, il y a pour des gens que ça fonctionne vraiment, puis ils n'ont vraiment pas faim, puis ça cause une perte de poids. Par contre, quand on arrête ce médicament-là, dans le fond, on va sûrement reprendre le poids perdu. Il y a aussi des études qui démontrent que le sommeil va avoir un impact sur le poids. Donc, un manque de sommeil, ça peut faire en sorte qu'on va gagner du poids, par exemple. Donc, ça a un impact. Encore une fois, un peu comme l'activité physique, c'est un peu pas trop clair pourquoi. Donc, je connais pas les mécanismes derrière ça, mais savoir que oui, il y a des études qui démontrent que le sommeil va avoir un impact sur non seulement le poids, mais aussi sur notre prise alimentaire. Donc, ça peut faire en sorte qu'on va consommer plus d'énergie, donc plus d'aliments, à cause d'un manque de sommeil. Donc, encore une fois, c'est comme tous des sujets que c'est pas trop clair pourquoi, c'est quoi le mécanisme derrière ça, mais c'est en fait quelque chose qui existe. En bref, ce que nous croyons être une tâche simple est beaucoup plus complexe que l'on s'imagine. Même au niveau de la science, on ne semble pas maîtriser parfaitement la question. Des remises en question ont toujours lieu. À cet effet, une recherche de l'Université d'Ottawa établit que les conclusions de cette étude pourraient améliorer de façon tangible la santé publique en permettant de tracer des lignes directrices pour élaborer des traitements personnalisés qui aident les personnes dont l'obésité est difficile à traiter à perdre du poids sans le reprendre. Il ne faut surtout pas se décourager. Donc oui, dans le fond, c'est très difficile de perdre du poids, justement avec tous les mécanismes que j'ai expliqués, puis comment le corps veut survivre, puis le corps va s'opposer un petit peu à la perte de poids. Donc, il y a des gens qui réussissent à perdre du poids à long terme, là, puis je ne veux pas dire que c'est impossible, c'est vraiment pas le cas. Si on change nos habitudes alimentaires, si on fait plus d'activité physique, ça peut résulter en une perte de poids, mais c'est pas toujours le cas. Donc, justement, à cause des mécanismes de défense de l'organisme. Puis, quand on a un poids naturel, c'est difficile de dévier un peu de ce poids-là. Parce que aussi, justement, par rapport à la restriction alimentaire que j'ai mentionnée un peu plus tôt, quand on fait une diète puis on se restreint, à un moment donné, c'est difficile de se restreindre toute sa vie également. Donc, on va avoir des signaux de notre corps qui disent qu'on a faim. On va un peu obsédé avec la nourriture aussi, parce que quand on se restreint, quand tu n'as pas le droit de faire quelque chose, tu veux le faire encore plus. Donc, si tu te dis que tu n'as pas le droit de manger ou que tu ne peux pas manger plus qu'une telle quantité, ton cerveau va juste envoyer des signaux de... Tu vas juste penser à la nourriture puis tu vas vouloir, dans le fond, manger plus. Donc, ça aussi, c'est un autre mécanisme qui pourrait avoir lieu, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on va juste arrêter la diète puis on va recommencer à manger comme on voudrait ou on va même peut-être manger plus. On va comme s'alimenter, si on veut, parce qu'on a tellement eu de restrictions alimentaires puis c'est pas soutenable à long terme. Un combat qui peut sembler parfois infini, c'est difficile. Nous vivons dans une société où l'on nous fait croire que c'est facile, qu'il faut simplement qu'on s'y attarde, faire plus d'exercice, manger moins. Notre société établit des normes parfois irréalistes. Les annonces publicitaires et les réseaux sociaux projettent une vision illusoire de la réalité. Bien que nous essayions de changer les choses, il arrive encore parfois que ce sont ces normes qui dirigent nos sociétés. Dans le fond, les bénéfices de perdre du poids. Il faut savoir que des fois, ça peut être bénéfique de perdre du poids. Donc, une personne qui a un poids qui est peut-être pas sain pour lui, parce qu'un poids sain, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, un poids pourrait être sain pour moi, mais pas sain pour une autre personne. Puis, comme j'ai dit, un poids plus élevé, il peut avoir des risques plus élevés de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, perdre du poids, oui, ça peut avoir un impact positif là-dessus, c'est certain. Mais il y a plusieurs études scientifiques qui ont aussi démontré qu'un changement d'habitude de vie sans perte de poids, donc
changement alimentaire, par exemple, manger plus de légumes, manger plus de grains entiers, etc., ça va avoir un impact positif sur ces facteurs de risque de maladie, même s'il n'y a pas eu de perte de poids. Donc, en tant que futur diététiste, encore une fois, moi, ce que je dirais à mes clients, c'est vraiment, on va enlever le focus de la perte de poids. Donc, au lieu de se concentrer sur, OK, on perd du poids, on va se concentrer sur, OK, quel changement qu'on peut faire pour améliorer nos habitudes de vie. Donc, ça pourrait être justement de manger plus de fruits et légumes. Ça pourrait être de choisir des grains entiers au lieu des grains raffinés. Donc, du pain brun au lieu du pain blanc, ou des pâtes brunes au lieu des pâtes blanches, par exemple. Puis ça peut avoir aucun impact sur la perte de poids parce que si on prend une tranche de pain brun versus une tranche de pain blanc, il y a la même quantité d'énergie ou presque. Donc, il n'y a pas de changement de calories si on veut, mais il y a plus de nutriments. Puis ces nutriments-là vont être quand même super importants pour notre santé. Donc, ça peut ne pas résulter en une perte de poids. Même chose avec l'activité physique. Donc, on peut encourager les gens à faire de l'activité physique. Puis, comme j'ai dit plus tôt, l'activité physique, ça peut avoir un impact sur la perte de poids, mais ça peut faire en sorte qu'on maintienne le même poids également. Puis, il faut savoir aussi que le poids, dans le fond, quelqu'un peut faire d'activité physique, ne pas perdre de poids, mais peut avoir un changement dans sa composition corporelle. Donc, peut avoir plus de muscles. Les muscles, c'est plus lourd que du gras. Donc, en fait, la personne pourrait gagner du poids également. Donc, si la personne gagne du muscle, elle gagne du poids, mais ce n'est pas nécessairement comme du gras ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. C'est sûr que perdre du poids, ça aide ton système cardiovasculaire, ton système musculaire, ça enlève ton stress, ton anxiété, tu te sens mieux dans ta peau, tu bouges mieux. Il y a extrêmement beaucoup de bénéfices avec faire de l'activité physique, la perte de poids. Bien, c'est sûr qu'il y a des bénéfices. Comme je montais les marches, puis j'étais rendu en haut, puis j'étais essoufflé. Maintenant, monter les marches, c'est pas un problème. Mais oui, il y a plein de bénéfices. C'est surtout le cardio, comment on se sent à travers la journée. Maintenant, je passe à travers ma journée, je manque jamais d'énergie. Là. Dans ce temps-là, je revenais de travailler, puis j'allais faire un beau gros dodo. Là. Dans un article très intéressant de la presse, une spécialiste explique que le discours de santé publique et celui de l'acceptation de la diversité sont loin d'être contradictoires. Parler de diversité corporelle, ça ne veut pas dire encourager les gens à ne plus se soucier de leur santé. Au contraire, quelqu'un qui s'accepte, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a de la valeur indépendamment de son poids. Quand on reconnaît sa valeur, on est enclin à prendre soin de soi. L'objectif ne devrait jamais être de perdre du poids parce que quand on dit à quelqu'un qu'il faut qu'il perde du poids, c'est comme on met la responsabilité sur la personne, mais comme j'ai dit plus tôt, il y a tellement d'autres facteurs qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est comme si on disait à la personne, le poids, c'est toi qui décides ton poids. Donc, tu as le contrôle sur ton poids. Fais juste changer tes habitudes de vie, tu vas perdre du poids. Mais il faut savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis ça peut vraiment donner comme un sentiment de... Tu sais, la personne ne va pas se sentir bien si, OK, il faut que je perde du poids. Puis si la personne n'est pas capable, il va se sentir un petit peu comme un échec. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas une responsabilité individuelle. Donc, c'est pour ça que l'objectif, on devrait, avec la personne, établir des objectifs comme c'est quoi tes buts, qu'est-ce que tu veux accomplir, pourquoi, si la personne vient à nous, vient à un professionnel de la santé puis dire je veux perdre du poids, il faut creuser un peu plus loin puis savoir pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids. Est-ce que c'est pour être en mesure d'être en forme, de faire des activités avec vos petits-enfants, pour vous sentir bien, pour avoir un meilleur sommeil, tu sais? C'est quoi la raison derrière? Puis si c'est justement pour mieux se sentir, avoir une meilleure santé digestive, par exemple, bien là, on peut regarder à travers l'alimentation qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va être soutenable à long terme pour la personne. Puis, il faut s'assurer que la personne sache que, oui, c'est possible qu'une perte de poids se passe, parce que s'il y a un grand changement de nos habitudes de vie, oui, c'est possible qu'il va perdre du poids, mais c'est aussi possible qu'il reste le même poids également. Donc, c'est vraiment, l'objectif devrait être, il faudrait miser sur les habitudes de vie et non sur le poids. Encore, la perte de poids, c'est simplement un sous-produit de ce que tu fais au quotidien. Right? Souvent, on met un gros focus sur « Ah, il faut que je perde 10 livres, il faut que je perde 20 livres, il faut que je perde 50 livres. » C'est bon d'avoir un but comme ça, mais le tout dépend de vos comportements, de vos habitudes au quotidien. Mais il faut prendre plus un focus interne et puis vraiment voir c'est quoi nos habitudes, c'est quoi nos comportements. Puis une fois qu'on est capable d'identifier ça, à ce moment-là, on va être capable de commencer à perdre notre poids encore en ayant une bonne nuit de sommeil, en mangeant bien, en faisant de l'exercice, en s'hydratant.
Si on veut perdre du poids, qu'est-ce qui est plus important, l'activité physique ou l'alimentation? Ça dépend. Encore une fois, dans le fond, il faut s'imaginer comme une balance. Donc, on a d'un côté notre rapport énergétique, qui est les calories qu'on ingère, puis de l'autre côté, la dépense énergétique totale, qui est les calories qu'on va dépenser. Ça va être à travers le métabolisme de base, donc l'énergie qu'on dépense au repos, l'activité physique, puis d'autres mécanismes. Donc, dans le fond, la thermogénèse alimentaire, qui est un beau mot pour dire que quand on consomme des aliments, la digestion va faire en sorte qu'on dépense de l'énergie. Donc, ça prend de l'énergie pour digérer. Bref. Donc, ça, c'est comme une balance. Quand on a un poids stable, habituellement, les calories qu'on mange et les calories qu'on dépense, c'est à peu près égal. Donc, ça reste balance énergétique. Là, l'alimentation, si on consomme moins de calories qu'on dépense, dans le fond, ça va résulter techniquement en une perte de poids. Donc, ça va un petit peu faire baisser la balance de ce côté-là. L'activité physique, techniquement, ce serait un peu la même chose. Donc, si on fait plus d'activité physique, ça va augmenter notre dépense énergétique. Donc là, ça va, dans le fond, encore une fois, baisser la balance, puis ça va faire en sorte que oui, on pourrait perdre du poids. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs études, puis ça, je parle de ça parce que c'est un peu mon domaine de recherche là, que je vais étudier surtout lors de ma maîtrise, mais il y a plusieurs études qui montrent que même si on fait plus d'activité physique, donc si je pense à une étude en particulier, il avait pris une cohorte de femmes, puis ces femmes-là, c'était des femmes sédentaires, donc ne pratiquaient pas vraiment d'activité physique avant. Puis, on fait un programme d'activité physique. Donc, pendant plusieurs semaines, 5 fois semaine, je pense qu'ils faisaient vraiment de l'activité physique structurée en groupe, etc. Donc, techniquement, on aurait pu penser qu'ils n'ont pas fait d'autres changements. Donc, ils ont juste fait plus d'activité physique qui devrait augmenter leur dépense énergétique totale. Mais ce n'était pas le cas. Donc, la dépense énergétique totale a resté la même en faisant plus d'activité physique. Pourquoi? Là, ça peut être... Il y a des mécanismes de compensation. Donc, ça peut être parce qu'ils font plus d'activité physique, mais ils font moins d'activités non structurées. Donc, ça veut dire que peut-être qu'ils s'assoient plus à travers la journée, qui, dans le fond, bougent moins à travers la journée à cause qu'ils font plus d'activité physique. Ça peut être aussi parce qu'ils mangent plus, comme j'ai dit plus tôt. Donc, ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de conscient, mais ça peut faire en sorte qu'ils vont consommer plus d'énergie parce que le corps veut que l'énergie qu'on ingère puis l'énergie qu'on dépense soit égale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est un état d'équilibre. Puis le corps veut toujours être en état d'équilibre. Donc, le corps va comme réguler notre apport énergétique sans vraiment qu'on le sache. Donc, bref, c'est un petit aperçu. Je dirais que l'alimentation, c'est peut-être plus facile de contrôler, puis c'est vraiment plus facile d'avoir comme, dire, on peut calculer les calories qu'on mange, puis OK, je vais consommer vraiment moins de calories que j'ai besoin, puis ça peut résulter en perte de poids. Mais ça revient encore une fois aux diètes restrictives, que si on se restreint comme ça, oui, on peut perdre du poids de façon temporaire, de façon aiguë, mais encore une fois, les chances sont que ce ne sera pas soutenable à long terme. Donc, je laisse ça comme ça parce que je ne veux pas encourager personne de faire dans le fond, des approches comme restrictives ou quoi que ce soit. Moi, j'encourage une diète qui est variée, qui est équilibrée, beaucoup de fruits et légumes, etc. Mais je n'encourage pas non plus de commencer à regarder tout ce qu'on mange parce que je ne trouve pas que c'est sain par rapport à notre relation avec la nourriture. Je ne pense pas que c'est sain de tout surveiller ça de très près. Puis, c'est aussi de bouger de façon amusante, donc trouver des façons de bouger qui nous font du bien, qu'on aime. Donc, si vous détestez aller courir, là, allez pas courir juste pour dépenser plus d'énergie puis vouloir perdre du poids. T'sais, faites une activité qui vous fait du bien puis que vous appréciez. Donc, c'est un petit peu, comme j'ai dit, perdre de poids, c'est difficile. C'est 2 facteurs que, oui, on a le contrôle sur notre alimentation, sur notre activité physique. Mais c'est ça, c'est de trouver un mode de vie qui est sain pour nous puis qui nous fait sentir bien. Niveau activité physique, si on veut perdre du poids avec l'activité physique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Comme avec l'information que j'ai dit, c'est difficile, mais je veux pas décourager les gens, puis je veux pas comme décourager les gens de faire d'activité physique parce que ça peut avoir un impact sur votre poids, là. Les études, c'est pas des données comme coulées dans le béton, c'est vraiment la science évolue toujours. Puis pour certaines personnes, quelqu'un qui fait pas d'activité physique, puis qui se met à faire d'activité physique, oui, ça peut avoir un impact sur le poids, mais c'est juste pas garanti. Donc, je veux juste que les gens ils sachent que c'est pas garanti.
mais ça peut avoir un impact parce que ça peut, oui, augmenter votre dépense énergétique totale. Donc, c'est certain que, oui, ça peut avoir un impact sur le poids, ça peut avoir un impact sur plusieurs facteurs métaboliques. Donc, dans votre corps, ça peut vous aider à être en meilleure santé, mais ce n'est pas garanti. Donc, pour résumer brièvement ce qui vient d'être expliqué, bien que l'objectif principal est la perte de poids, l'activité physique ainsi que la nutrition sont deux éléments qui vont surtout vous permettre d'améliorer votre santé et votre état physique général. Ce qui est très bien, puisque de saines habitudes alimentaires et une bonne forme physique vous aident effectivement à contrer les divers problèmes de santé qui pourraient potentiellement être provoqués par l'obésité. Le weight training aide avec la perte de poids parce que ça nous aide à bâtir du muscle. Et puis, plus de muscles qu'on a, un meilleur métabolisme qu'on a. Et puis, ceci fait qu'au repos, on peut brûler plus de calories, mais encore, à chaque livre et demi que tu augmentes en masse musculaire, tu brûles environ 7 calories par heure de plus. Donc, encore, ça revient au... oui, l'entraînement, c'est excellent pour la perte de poids, mais tu le fais pour différentes raisons. C'est pour avoir de plus forts muscles, de la densité osseuse, être plus bien dans sa peau, ton système cardiovasculaire. Donc, même si la perte de poids, c'est qu'est-ce qu'on fait, vraiment les bénéfices, ils viennent d'ailleurs. Si tu n'as jamais fait de cardio, puis tu commences à faire du cardio à chaque jour, tu vas perdre du poids parce que, dans le fond, la perte de poids, il faut que tu sois dans un déficit de calories. Si tu n'es pas dans un déficit de calories, tu ne seras pas capable de perdre du poids. C'est sûr que ça va pas mal plus compliqué que ça, mais de la base, c'est ça que c'est. Donc, si tu décides, OK, je commence à courir, tu vas courir à chaque jour, c'est sûr que ta nutrition va changer, tu vas manger moins. Donc, oui, tu vas avoir du progrès au début, mais éventuellement, tu ne pourras plus continuer à faire ça. Parce que dans une couple d'années, il faudrait que tu cours 42 km à chaque jour pour justement maintenir ta masse. Donc, il y a encore le cardio, c'est pour ton cœur, pour tes poumons. Puis le fameux runner's high, c'est de relâcher les endorphines qui relâchent le stress et l'anxiété. Je veux dire, la consistance, c'est la clé. La consistance puis la patience. Je veux dire, tant et si longtemps qu'on n'est pas engagé à faire quelque chose à long terme, consacrer notre temps, notre énergie, notre focus là-dedans, il n'y aura pas vraiment rien qui va arriver. Juste toujours que la motivation, elle te commence. Ensuite de ça, la motivation, elle reste 1 à 2 semaines. Et puis, elle revient seulement si tu es consistant, tu es patient et tu es discipliné. Parce que ça, c'est ça qui va t'amener des résultats. Et puis, quand tu vois tes résultats, à ce moment-là, tu vas être capable de avoir de la motivation. Et puis encore, elle va durer 1 à 2 semaines. Et puis le cycle qui recommence pour un autre 2-3 mois de juste discipline, consistance, patience. Donc, l'entraînement, il y a comme 2 types principaux d'entraînement. Donc, l'entraînement plus cardio. Donc, ça peut être courir, faire du vélo, etc. Puis l'entraînement de résistance. Donc, ça qui est vraiment la musculation. Donc, aller au gym, faire des poids, des exercices, etc. Il y a aussi, par exemple, des exercices plus de flexibilité, mobilité, etc. Donc, du yoga, c'est comme un autre type. Donc, pour ce qui est de la perte de poids et l'activité physique, comme j'ai dit, oui, ça peut avoir un impact sur la dépense énergétique, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est sûr que, par exemple, aller courir, ça dépense quand même beaucoup d'énergie. Donc, le corps, courir, c'est quand même difficile, puis on utilise vraiment tout le corps. Donc, la dépense énergétique va être quand même élevée versus la musculation. Il peut y avoir une dépense énergétique qui est élevée, peut-être un peu moins. Disons qu'on fait 30 minutes de course versus 30 minutes de musculation. Les chances sont qu'on va dépenser plus d'énergie en faisant la course. Par contre, la musculation va avoir un plus gros impact sur notre masse musculaire, par exemple. Donc, quelqu'un qui veut vraiment gagner du muscle, c'est sûr que la musculation, c'est vraiment un aspect clé là-dedans. Moi, j'encourage toujours de faire tous les types d'activités physiques. Donc, c'est bon d'avoir vraiment, en tant que coureuse moi-même, oui, c'est sûr que je cours beaucoup, mais pour prévenir les blessures, pour avoir une bonne masse musculaire, etc., c'est sûr que je fais aussi de l'entraînement de musculation quand même, comme 3 fois semaine, pour justement, avoir une bonne synergie entre les deux, puis éviter les blessures, etc. Puis, pour ce qui est de la flexibilité, la mobilité aussi, c'est vraiment un aspect important, surtout pour comme la longévité dans le sport, la longévité
en général aussi. Donc, faire du yoga, etc., c'est vraiment bon pour se sentir bien. C'est sûr que la dépense énergétique ne va pas être aussi élevée si on fait du yoga que si on va courir. Ce n'est pas le même type d'activité, mais c'est tous des activités qu'on devrait faire quand même régulièrement puis avoir une belle rotation de type d'entraînement. Les gens, souvent, ils pensent que s'ils s'entraînent assez fort, ils vont automatiquement perdre leur poids. Mais dans le fond, la perte de poids se fait dans la cuisine. Parce que, exemple, si je vais au Tim Hortons puis je me prends un Boston Cream à, je sais pas, 600 calories, va falloir que j'aille courir 10 km à un pace d'environ 5 minutes le kilomètre pour pouvoir brûler mon Boston Cream que j'ai mangé. Donc, si vous regardez l'effort nécessaire pour brûler ça, c'est beaucoup plus simple de mettre le Boston Cream de côté et puis manger un fruit ou un légume ou un repas plus santé. Donc, sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour perdre du poids? Donc, comme j'ai dit, j'aime pas ça utiliser vraiment l'aspect comme perte de poids, mais si quelqu'un, parce que c'est correct de vouloir perdre du poids, faut pas non plus dire, bon, perdre du poids, on devrait jamais penser à ça, comme c'est correct de vouloir perdre du poids, donc si quelqu'un venait me voir pour justement la perte de poids, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, on regarde les habitudes alimentaires qu'on a en ce moment, puis c'est important de faire des petits changements que la personne va pouvoir maintenir à long terme. Donc, il ne faut pas tout changer en même temps, comme des changements vraiment non soutenables, ça ne marchera pas. Donc, comme j'ai dit, on reste loin des diètes restrictives parce que ça, encore une fois, j'en ai assez parlé, mais bon, on sait que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, premièrement, une des premières choses que je vais regarder, c'est la quantité de fibres qui est consommée par la personne. Donc, les fibres, ça peut être trouvé dans les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses. Donc, c'est vraiment, puis les noix et les graines également. Donc, c'est vraiment les sources principales de fibres. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça nous donne un sentiment de satiété. Donc, ça fait qu'on se sent plein plus longtemps. Donc, ça aide avec, dans le fond, la gestion d'appétit, parce que ça reste dans notre système digestif plus longtemps. Donc, c'est plus dur à digérer. Ça fait en sorte qu'on reste plein plus longtemps, on a moins faim. Donc, des petits changements qu'on pourrait faire, c'est justement changer nos grains pour des grains entiers. Donc, au lieu de consommer du pain blanc, on consomme du pain à grains entiers. Ça peut être d'intégrer, par exemple, du quinoa, des grains comme du farro, du sarrasin, par exemple, de l'avoine, des pâtes de blé entier. Donc, c'est tous des petits changements comme ça qu'on n'enlève pas un aliment, on n'enlève pas un groupe alimentaire, c'est vraiment de juste faire des changements. Donc, moi, j'aime ça dire, au lieu d'enlever des aliments, d'enlever des choses de notre alimentation, on va en ajouter. Donc, au lieu de, couper tous les glucides, parce que je sais que les glucides, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, puis bon, que le pain, c'est mauvais, etc. C'est pas le cas. Donc, au lieu d'enlever ça, c'est d'ajouter des choses. Donc, disons que, on mange, on a un repas, on va peut-être ajouter plus de légumes, ça va nous ajouter des fibres, puis conséquemment, si notre assiette est quand même bien remplie, on met plus de légumes, on va peut-être mettre un petit peu moins d'autres choses dans l'assiette, par exemple. Même chose si on se fait comme... Souvent, les gens, quand ils veulent perdre du poids, ils vont vraiment pas manger assez. Donc, ils vont se faire, par exemple, pour dîner, une petite salade avec juste des légumes puis une protéine. Que ça va sûrement faire en sorte qu'ils vont avoir faim dans à peu près 1 heure. C'est pas trop... c'est ça va nous laisser avoir faim. Donc, si, avec cette salade-là, on ajoute, par exemple, des grains entiers. Donc, on ajoute du quinoa dans la salade, puis on ajoute une source de bon gras. Donc, on ajoute de l'avocat, par exemple. Ça va vraiment aider avec le sentiment de satiété. Ça va faire qu'on a moins faim, qu'on va être plus satisfait aussi. Parce que quand on n'est pas satisfait avec les repas qu'on mange, même si on n'a pas faim comme tel, mentalement, on peut avoir faim. Parce que, si on mange une petite salade plate pour dîner, on s'entend que, on va avoir faim pour d'autres choses, peut-être plus appétissants ou, c'est ça, plus le fun à manger. Mais si on fait vraiment des repas qu'on aime, qui nous plaît, qui nous aide à se sentir bien, mais aussi qu'on a vraiment aimé au goût, ça va nous aider à avoir moins faim mentalement, si on veut, plus tard. Donc, c'est vraiment, dans le fond, un des changements qu'on pourrait faire, ajouter des fibres, ajouter juste des légumes, des fruits, donc avoir quand même du volume. Donc, volume, je veux dire, dans notre assiette, une assiette bien remplie, mais peut-être avoir plus de ces choses-là. Puis juste aussi, des fois, c'est, par exemple, les repas, la restauration rapide dans les restaurants, etc. Donc ça, on peut se faire des repas à la maison
quand même semblable, mais il va sûrement avoir beaucoup moins de gras, beaucoup moins de sel aussi. Le sel, ça n'a pas un impact sur le poids, mais bon, c'est un autre aspect positif, là, avoir moins de sel dans notre alimentation. Donc, si on cuisine davantage, sûrement qu'on va consommer moins de calories que si on mange au restaurant, parce qu'au restaurant, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ajoutées, donc beaucoup de gras ajoutés, des huiles, du beurre, etc. Donc, on a plus un peu le contrôle là-dessus. Donc, cuisiner davantage, c'est une autre stratégie qu'on pourrait également utiliser. Puis, juste aussi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'alimentation intuitive, mais dans le fond, c'est un petit peu une solution de rechange aux diètes restrictives. Puis, solution, je ne veux pas dire que c'est une solution miracle parce que, bon, l'alimentation intuitive, ça a comme 10 principes. Puis, chaque principe, ça nous aide à avoir une meilleure relation avec notre nourriture. Par exemple, un des principes, c'est d'écouter nos sentiments de faim et de satiété. Donc, de manger quand on a faim, d'arrêter quand on n'a pas faim. Donc, ça peut sembler simple, mais c'est vraiment plus complexe que ça. Puis, il y a 10 principes comme ça. Il y en a un qui c'est faire place au plaisir, etc. Puis ça, les gens peuvent travailler avec une diététiste, justement, par rapport à ce principe-là d'alimentation intuitive. Puis ça peut les aider vraiment à écouter nos sentiments de faim, de satiété. Ça peut nous aider à avoir un meilleur contrôle sur notre alimentation, puis de comprendre le raisonnement derrière nos choix alimentaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on consomme un certain aliment, puis est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dans le moment? Donc, bref, c'est un peu, je pourrais en parler longtemps, c'est très complexe quand même, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait explorer là, avec un professionnel de la santé. Donc, dans le fond, les types d'aliments qu'on veut favoriser. Il y a le nouveau guide alimentaire qui est sorti en 2019. Donc, avant, c'était comme un peu l'arc-en-ciel avec les groupes alimentaires, etc. Maintenant, le nouveau guide, c'est vraiment une assiette c'est quand même très simple. C'est une assiette. La moitié de l'assiette est remplie avec des fruits et des légumes. Un quart de l'assiette est rempli avec des grains entiers, puis l'autre quart avec des aliments protéinés. Donc, ça, c'est vraiment les aliments qu'on veut prioriser. On a nos grains entiers, que j'ai mentionné plus tôt, tout ce qui est pain brun, pâte brune, les grains comme le quinoa, l'avoine, etc. Ça fait partie de ça. Les fruits et légumes, bon, on sait ce que c'est. Puis les aliments protéinés, ça, dans le fond, le yogourt, le lait, les produits laitiers, ça fait partie de ça. Donc, il n'y a pas vraiment comme un groupe alimentaire juste produits laitiers, ça fait partie des aliments protéinés. Il y a aussi les œufs, puis tous les aliments, par exemple le tofu, le tempeh, les légumineuses, les protéines végétales font partie de ça. Puis les recommandations, c'est de favoriser ces protéines végétales-là. Donc, on ne dit pas de ne plus manger de viande, c'est pas ça du tout, mais c'est de savoir qu'on veut faire place aux protéines végétales puis en consommer quand même de façon régulière. Donc ça, c'est vraiment les aliments qu'on veut favoriser. Les aliments à éviter. Dans le fond, j'aime pas ça quand on étiquette, c'est ça, des aliments comme bons ou mauvais ou comme... Parce qu'il y a toujours place dans l'alimentation à tous les types d'aliments. Puis il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer nos choix alimentaires. Puis c'est certain qu'on veut éviter de manger des aliments qui sont un peu moins nutritifs, des aliments qui sont riches en gras saturés ou en sel, par exemple. Donc, gras saturé, c'est un type de gras. Donc, les gras, il y a comme deux types, les gras insaturés ou polyinsaturés. Ça, c'est ce qu'on appelle les bons gras. Donc, c'est les noix, les graines, avocats, huile d'olive, etc. Les gras saturés, c'est plus qu'est-ce qui est solide à la température de la pièce, par exemple du beurre. Puis le gras aussi qu'on peut retrouver dans la crème aussi, mais par exemple dans les produits animaux, donc des fois dans la viande, on peut retrouver des gras, etc. Donc, c'est un peu comme d'éviter ces gras-là. Aussi, qu'est-ce qui est comme... Il y a beaucoup de produits qu'on va acheter qui sont des produits transformés, puis ces produits-là vont contenir plus de sel, de sucre ajouté, de gras, etc. Donc, limiter notre consommation de produits ultra transformés. Puis, produits ultra transformés, ce que je veux dire par là, c'est vraiment tout ce qui est comme, par exemple, des biscuits, des craquelins, comme... Encore une fois, craquelin, c'est ça qui est difficile parce que produits transformés, il y a des produits qui sont transformés, du pain, par exemple, c'est transformé. Mais du pain, tu peux avoir un pain qui est fait avec juste la farine, de l'eau, du sel, qui est, par exemple, ça peut être de la farine de blé entier. Puis ça, c'est pas mauvais, là. C'est du pain, c'est très nutritif, etc. Mais il y a d'autres pains qui peuvent être faits avec beaucoup plus de sucre, de gras, etc. Donc, c'est comme le même aliment,
Mais il faut regarder la liste d'ingrédients aussi, parce que le pain blanc, par exemple, qu'on achète à l'épicerie, lui va être plus un produit ultra transformé versus du pain qu'on fait à la maison, par exemple, ou même du pain qu'on peut acheter à une boulangerie. Ça va être un produit transformé parce qu'il a subi des transformations, mais pas au même niveau que le pain ultra transformé, si on veut. Donc, produit ultra transformé, puis c'est aussi juste de cuisiner davantage, ça nous aide à, c'est ça, choisir ce qu'on met dans nos aliments également. Avec l'industrialisation, de nouvelles pratiques alimentaires sont arrivées, ce qui a contribué à augmenter nos apports et diminuer nos dépenses énergétiques. Au cours des années, ce sont des comportements plutôt sédentaires qui caractérisent nos habitudes quotidiennes. Vous vous rappelez sûrement que dans l'épisode 2, nous avons expliqué comment notre environnement est un facteur déterminant dans le niveau d'activité physique qu'un individu va réaliser. Eh bien, c'est la même chose avec la perte de poids. C'est sûr que l'environnement est hyper important. Que ce soit avec la personne que tu habites avec, que ce soit avec les choses qui sont dans ton frigidaire, que ce soit est-ce que tu as une télé dans la salle, la chambre à coucher. Ton environnement dicte ce que tu vas faire. Donc, exemple, si tu mets une bolle de fruits sur la table et toujours remplie, tu vas être apte à aller prendre un fruit au lieu d'aller dans l'armoire et prendre une galette. Encore, si tu n'as aucune galette ou crème glacée dans la maison, tu ne peux pas l'avoir. Et puis, si tu veux vraiment l'avoir, il va falloir que tu es au dépanneur. Les chances sont que tu n'iras pas, à moins que tu veux vraiment l'avoir. Un petit exemple, il y avait sur Netflix un documentaire. C'est un ingénieur, puis il pouvait seulement écouter sa télé pendant qu'il faisait du bicycle à plus que 20 km/h. Donc, s'il voulait écouter sa TV, il fallait qu'il embarque son bicycle. C'est un peu un exemple exagéré, mais encore, c'était ça son environnement. Puis le monsieur, il avait perdu, je pense, c'était 80 livres ou quelque chose comme ça. Donc, le système qu'on utilise avec les gens qui veulent perdre du poids, dans le gym, il doit venir 2 fois semaine minimum. Certains viennent 3, certains viennent 4. Il y en a une couple qui viennent 5 à 6 fois. Mais je te dirais, la majorité viennent en 2 à 3 fois semaine. Puis encore, comme que je disais tantôt, 3 heures d'activité physique par semaine, ça revient à 1,8 % de ton temps. Donc, oui, c'est important que tu viennes au gym, que tu mets les efforts, que tu fais ce que tu as à faire, mais il reste à peu près 98 % de ton temps que tu n'es pas ici avec nous. Donc, on a un système de nutrition qu'on peut les aider à guider. Puis, un petit exercice que vous pouvez faire à la maison, c'est juste prendre une feuille de papier, écrire nutrition, exercice, sommeil, et puis gérer ses émotions. Et puis, tu fais une petite toile d'araignée. Puis ensuite de ça, tu écris tout ce que tu fais présentement. Et puis de là, tu encercles toutes les choses que tu veux changer. Puis de là, tu en choisis juste une. Puis une fois que tu choisis ça, c'est ton seul focus pour les prochains jours, les prochaines semaines. Whatever, combien de temps que ça va te prendre à maîtriser cette nouvelle habitude, tu le prends. Puis encore, c'est de prendre les petits pas, de faire une chose à la fois, parce que si on essaie de tout faire en même temps, on devient overwhelmed, et puis on ne sait plus où se lancer, puis là, on fait juste arrêter. Bien, c'est sûr que je pense que si tu parles à n'importe quelle personne qui commence un programme d'entraînement, immédiatement, leur nutrition elle va s'améliorer. Ils vont faire des meilleurs choix alimentaires, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas gâcher tous leurs efforts qu'ils mettent dans le gym. Donc, plus que tu t'entraînes, plus que c'est important de bien manger pour justement avoir du fuel, de l'énergie, pour continuer à t'entraîner, avoir du progrès, puis faire les bons choix alimentaires. Puis à la fin de la journée, si tu es capable de faire ces deux choses-là, puis encore toujours, je dis toujours à 80 %, l'autre 20 % il ne dérange pas parce qu'à la longue des années, le 20 % il ne paraît pas. C'est juste ton 80 %. Et puis si tu es capable de faire ça, tu as un meilleur sommeil. Et puis, si tu as un meilleur sommeil, tu te réveilles avec une meilleure énergie, en meilleure forme, les décisions deviennent plus faciles. Puis tu fais juste continuer à avoir du succès. C'est en y allant étape par étape qu'un individu peut arriver à perdre du poids. L'un des visages les plus connus de Clarence Rockland, Alistair Beauchamp, possède lui-même sa propre histoire concernant la perte de poids. Parsemé d'embûches, son parcours pourrait certainement inspirer et motiver ceux qui se trouvent dans la même situation, comme il s'y est lui-même retrouvé. Autant que c'est une tâche extrêmement difficile, ce n'est pas complètement impossible. C'est en faisant preuve de détermination et de persévérance que l'on peut y arriver. Mon nom, c'est Alistair Beauchamp. Je suis propriétaire de Snap Fitness avec mon épouse, Roxane.
La raison pourquoi on a ouvert Snap Fitness, c'est parce que je me suis blessé au dos quand je travaillais avant. J'avais un job de bureau, puis mon docteur m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, sinon j'étais pour tout le temps avoir des problèmes de dos. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à étudier sur la nutrition, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis j'ai perdu environ 70 livres. Et puis, la perte de poids, ça a toujours été un problème pour moi. Puis quand je l'ai finalement eu, je me suis dit, bien, j'étais capable de faire ça, quoi d'autre je suis capable de faire. Puis j'étais rendu à un point dans ma vie où, si je voulais continuer à travailler, j'étais en informatique, donc il fallait que soit je retourne à l'école, prendre d'autres cours, m'approfondir dans quelque chose ou passer à d'autres choses. Fait que j'ai décidé, bien, je me sens bien, j'aimerais ça aider d'autres mondes à se sentir comme moi je me sens. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert Snap Fitness. Mon parcours de perte de poids était quand même assez long et difficile. J'ai appris beaucoup sur la discipline. J'ai appris beaucoup sur ma force de caractère. Puis ça m'a aidé énormément plus tard quand j'ai fait face à des obstacles. Parce que tout le monde qui perd beaucoup de poids comme ça ont tout le temps ça. Ça a tout le temps été leur gros struggle. Fait que quand tu passes à travers de ça, la plupart du temps, tu reviens à ça mentalement quand tu fais face à de l'adversité. Et puis, ça l'aide. La façon que je l'ai faite, c'était pas la façon la plus à suggérer. J'ai fait ben du crash dieting, mais je l'ai faite avec l'idée que quand j'étais pour rendre à le poids que je voulais être, que j'étais pour changer ma vie. Ça fait que je trouve que du crash diet, ça a sa place. C'est juste que tu peux pas tout le temps être là-dessus parce que c'est misérable. C'est très difficile. Tu as des moments de doute, des moments de panique, d'angoisse. Quand tu as faim, il n'y a rien de pire, là. Mais en bout de ligne, quand je suis arrivé au poids que je voulais être, j'ai drastiquement changé ma vie. Puis c'est pour ça que je suis où je suis aujourd'hui. Il faut être prêt mentalement. C'est un processus exigeant, des changements parfois difficiles à apporter et à maintenir sur le long terme. Des prises de poids peuvent survenir en cours de route. Il ne faut simplement pas se laisser décourager et abandonner, bien que ce soit parfois plus facile à dire qu'à faire. Il faut être bienveillant envers soi-même, s'encourager et apprendre à aimer notre corps pour tout ce qu'il nous permet de faire. Un tel objectif ne mènera pas seulement qu'à des résultats physiques, mais c'est aussi une force mentale que vous allez acquérir lors de ce processus. Ici à Snap Fitness, on a énormément d'équipements. On a de l'équipement de cardio, on a des treadmills, des arc trainers puis des stairmasters. On a une couple de bicycles aussi. On a du resistance training. Ça, c'est des machines à poulies. Puis on a aussi beaucoup de poids et haltères, des free weights. On a des programmes, comme je disais, on a le Biggest Loser qu'on essaye de poser 2 fois par année. On l'a fait au mois de mai, on l'a refait au mois de septembre. Ça, c'est très bon. C'est surtout pour les gens avec le support. Et puis, on fait plein de choses. On offre des programmes, on fait des bootcamps, on fait des groupes de marche. Puis, on a aussi un groupe sur Facebook que le monde peut communiquer. C'est un très bon programme. On a eu beaucoup de succès. À un moment donné, on a calculé qu'on était rendu à 12 000 livres perdus. Puis, dans le temps, on ramassait de l'argent pour le food bank. On était rendu aussi à 12 000 qu'on a donné au food bank à travers du programme. Fait que c'est un bon programme qui a servi longtemps dans la communauté de Rockland. La perte de poids, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a personne qui passe à travers de ça facilement. C'est un challenge exceptionnellement difficile. Puis, je suis toujours prêt à aider le monde qui ont de la difficulté avec ça. Je fais les Challenge Biggest Loser, c'était en majorité à cause de ça. C'est quelque chose que faire ça tout seul, ça demande beaucoup de persévérance. Puis, même moi, je ne l'ai pas fait tout seul. J'avais du monde alentour de moi. J'avais des programmes. Faire ça tout seul à la maison, c'est difficile. Comme il vient d'être mentionné, vous n'êtes pas seul. Assurez-vous d'avoir un cercle de gens autour de vous.
qui vont vous servir de support et de soutien durant cette étape. Sachez également qu'il existe de l'aide professionnelle ici, dans la région de Clarence-Rockland et ses environs. Peu importe quel est votre objectif, nous espérons que ces informations que nous venons de vous présenter vont vous permettre de mieux comprendre ce processus et ce qui se passe dans votre corps. À vous, courage!